Mon fils m'apportait une tisane chaque matin depuis 6 semaines. Il disait que c'était bon pour mes articulations, que son ami naturopathe lui avait conseillé ce mélange de plantes, que je dormirais mieux, que ma mémoire s'améliorerait. Il posait la tasse sur ma table de nuit avec un sourire que je n'avais plus vu sur son visage depuis l'enfance, et je me disais que le deuil nous avait peu être finalement rapprochés. Ce matin-là, ma voisine Rosalie a frappé à ma porte avec une violence que je ne lui connaissais pas. Elle a renversé la tasse d'un geste vif, les yeux écarquillés, et m'a chuchoté d'une voix tremblante. « Ne buvez pas ça, Hélène. Je vous en supplie, faites-moi confiance. » Quelque chose dans son regard m'a traversé comme une lame froide. Alors, sans que mon fils me voie, j'ai fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Je m'appelle Hélène Beaumont, j'ai 64 ans, et pendant 38 ans, j'ai cru que j'étais la femme la plus chanceuse de Lyon. Mon mari Georges était ingénieur chez Renault Trucks. Un homme discret et généreux, qui n'élevait jamais la voix, qui rentrait à 10 à 9 heures chaque soir, qui me demandait encore comment s'était passée ma journée, après presque 4 décennies de mariage. Nous habitions dans une maison de ville à caluire et cuire, avec un jardin où Georges cultivait des tomates et des rosiers, et où notre fils Julien avait grandi entre les parties de pétanque du dimanche et les étés en Bretagne. Julien était notre fils unique. Enfant brillant, adolescent perfectionniste, adulte ambitieux. Il avait fait des études de droit à Grenoble, rencontré Nathalie lors d'un stage dans un cabinet comptable et s'était installé avec elle à Villeurbanne. Je l'aimais comme on aime un fils unique. C'est à dire avec une intensité qui exclut tout regard critique. Nathalie était froide, certes, mais méthodique et intelligente. Je me disais qu'elle compensait la chaleur que Julien n'avait pas héritée de moi. Georges est mort d'un infarctus en novembre il y a 3 ans. Subitement, dans son jardin, entre les rosiers qu'il taillait pour l'hiver, je l'ai trouvé en rentrant de chez le médecin. Je n'ai pas crié. J'ai simplement posé mes courses par terre et je me suis assise à côté de lui sur le sol humide. Je suis restée là longtemps avant d'appeler le 15. La maison était estimée à 460 000 €. Les économies accumulées au fil de 38 ans de rigueur s'élevaient à peu près à 180 000 € sur un livret A et un plan d'épargne. Georges avait également souscrit une assurance vie de 120 000 € dont j'étais la bénéficiaire principale et Julien le bénéficiaire en second. Je le savais parce que nous en avions parlé ouvertement, Georges et moi. Nous n'avions jamais fait de mystère de notre patrimoine avec notre fils. Nous pensions que la transparence était une forme de confiance. Comme j'avais eu tort. Dans les premiers mois après la mort de Georges, Julien était peu présent. Il appelait le dimanche, passait une fois par mois, arrivait tard et repartait tôt. Nathalie ne venait presque jamais. J'avais appris à vivre seule, à faire la cuisine pour une personne, à dormir d'un seul côté du lit. Le deuil est un pays dont on ne revient pas tout à fait. On apprend seulement à voyager plus légèrement. C'est à partir du printemps qui a suivi la 2e année que Julien a changé. Il a commencé à passer plus souvent, parfois sans prévenir. Il me demandait comment je gérais les finances, si le notaire m'avait bien expliqué les démarches successorales, si j'avais pensé à mettre à jour mes documents. Il disait que c'était pour ma tranquillité, pour éviter les complications si jamais ma santé déclinait. Je trouvais l'expression malheureuse, mais je l'attribuais à la maladresse des filles qui n'ont pas l'habitude de parler de vieillesse avec leur mère. Nathalie avait repris contact, elle aussi. Elle m'envoyait des messages pour savoir si j'avais besoin d'aide pour mes impôts, proposait de m'accompagner chez le notaire, me suggérait des placements plus avantageux pour mes économies. Un soir, lors d'un dîner chez eux, elle avait sorti des documents sur la table avec la naturelle de quelqu'un qui range des couverts. Elle avait parlé de procuration générale, me disant que toutes les personnes de mon âge devraient en avoir une, que c'était une simple précaution, que ça éviterait les blocages administratifs si jamais je devenais momentanément incapable de gérer mes affaires. J'avais dit que j'y réfléchirais. Julien avait souri. Nathalie avait rangé les papiers. La tisane est arrivée environ 6 semaines avant tout le reste. Julien apportait un petit sachet Kraft chaque fois qu'il passait, disant que c'était un mélange de valériane, de mélisse et d'autres plantes que son ami lui avait recommandées. Je n'avais aucune raison de me méfier. La valériane existe vraiment. La mélisse aussi. Le goût était légèrement amer, mais je le masquais,
avec une cuillère de miel. Julien insistait toujours pour que je la boive devant lui avant qu'il reparte, disant qu'il voulait être sûr que je prenais soin de moi. Au bout de quelques semaines, j'ai commencé à me sentir étrange. Pas malade, non, quelque chose de plus diffus. Une fatigue persistante qui s'installait dès le matin, des difficultés à lire plus de quelques pages sans perdre le fil, des moments de confusion légère, comme si les mots m'échappaient au milieu des phrases. Un soir, j'avais voulu écrire un chèque pour ma mutuelle et j'avais dû m'y reprendre à 3 fois parce que je n'arrivais plus à former les lettres correctement. Je l'avais attribué au deuil, à l'isolement, à l'âge que je refusais encore d'admettre. Rosalie habitait la maison d'à côté depuis 20 ans. Nous n'étions pas intimes, nous nous saluions par-dessus le portail, nous échangions des légumes du jardin à l'automne, nous nous étions rendus quelques services au fil des années. Elle avait 72 ans, vivait seule depuis toujours, avait été infirmière pendant 35 ans avant de prendre sa retraite à l'hôpital de la Croix-Rousse. Je n'avais jamais réellement prêté attention à sa profession. Le vendredi de la semaine fatidique, Julien m'avait appelé avec une voix inhabituelle, à la fois tendue et trop désinvolte. Il m'avait dit qu'il passerait le samedi matin avec Nathalie, qu'ils apporteraient des viennoiseries, qu'ils aimeraient qu'on passe un moment tranquille ensemble. Il avait ajouté presque en passant que Nathalie avait finalisé les documents dont on avait parlé, ceux pour la procuration, et que ce serait bien de les signer ce jour-là pendant qu'un notaire ami de Nathalie pouvait se déplacer. Une simple formalité, avait-il dit. Pour ma sécurité. J'avais raccroché et j'étais restée debout au milieu de ma cuisine pendant un long moment. Quelque chose ne correspondait pas, mais je n'arrivais pas à formuler quoi exactement. La confusion dont je souffrais depuis des semaines rendait tout flou, comme si ma pensée traversait du coton. Le samedi matin, Julien est arrivé à 9 heures avec Nathalie et un sac de chez le boulanger. Il m'a apporté ma tisane habituelle, avec un grand sourire. La tasse était chaude entre mes mains. Nathalie disposait les croissants sur le plat en disant que le notaire passerait vers 10h30, que ce serait rapide. Les documents étaient sur la table, bien ordonnés, avec des petites flèches indiquant les lignes à signer. C'est à ce moment que Rosalie a frappé. 3 coups sur la porte d'entrée, forts et répétés, comme s'il y avait urgence. Julien a froncé les sourcils. Nathalie a regardé sa montre. J'ai posé ma tasse et j'ai été ouvrir. Rosalie se tenait sur le seuil, les joues rouges, l'air d'avoir couru. Sans un mot, elle est entrée dans le couloir, a refermé la porte derrière elle et m'a prise par le bras pour m'éloigner de la cuisine. Puis elle s'est penchée vers moi et a murmuré si bas que je percevais à peine les mots. « Hélène, ne buvez pas cette tisane. Ne signez rien ce matin. Je vous en supplie, faites-moi confiance. » Mon cœur a fait quelque chose d'étrange, un sursaut violent, comme si une partie de moi attendait ces mots depuis des semaines sans le savoir. « Rosalie, qu'est-ce qui se passe? »« Pas maintenant. Pas devant eux. Faites ce que je vous dis. » Je suis retournée dans la cuisine. Julien regardait son téléphone. Nathalie me souriait avec une régularité qui ressemblait à de l'impatience. J'ai pris ma tasse, j'ai fait semblant de boire une gorgée, et à la faveur d'un moment où Julien s'est levé pour aller chercher du jus d'orange dans le réfrigérateur, j'ai versé le contenu de la tasse dans le pot de l'arbre à caoutchouc qui trônait près de la fenêtre. Mon cœur battait si vite que j'entendais les pulsations dans mes tempes. J'ai dit que j'avais besoin d'un moment, que la nuit avait été difficile. Nathalie a dit que ce n'était pas grave, que le notaire pouvait décaler d'1 heure. Julien s'est rassis et a versé du café dans sa tasse, puis il a regardé la théière et presque machinalement, il s'en est servi un grand bol, ajoutant 2 sucres comme à son habitude. Je regardais chaque geste en retenant ma respiration. 10 minutes ont passé, puis 20. Julien parlait de travail, d'une affaire en cours, des rénovations qu'il voulait faire dans leur appartement. À la 25e minute, il s'est interrompu au milieu d'une phrase. Il a posé sa main sur le bord de la table. « Je ne sais pas ce que j'ai, a-t-il dit. Je me sens bizarre. » Sa voix avait changé de texture, légèrement traînante. Nathalie l'a regardé avec une expression que je ne saurais pas décrire autrement que comme de la panique froide. Julien, il a essayé de se lever et ses jambes ne l'ont pas suivi. Il s'est rattrapé au dossier de la chaise. Son visage était devenu gris cendré. Il a ouvert la bouche, mais les mots ne sont pas venus correctement. C'est Rosalie qui a composé le 15. L'ambulance est arrivée en 11 minutes.
Les pompiers ont pris en charge Julien qui était à demi conscient sur le sol de ma cuisine, pendant que Nathalie répétait qu'il n'avait jamais eu de problème de santé. Jamais, que ça n'avait aucun sens. Moi, j'étais assise dans le couloir avec Rosalie, et mes mains ne tremblaient pas. Quelque chose en moi était passé de l'autre côté d'une frontière que je ne savais pas avoir franchie. Dans l'ambulance, je tenais la main de mon fils et je regardais son visage. Cet enfant que j'avais mis au monde 65 ans après ma naissance à moi. Cet enfant pour qui j'avais fait des kilomètres de route de nuit lorsqu'il avait de la fièvre, pour qui j'avais économisé pour payer les études, que j'avais appelé tous les dimanches même quand il ne décrochait pas. Je ne savais pas encore exactement ce qu'il m'avait fait, mais je savais déjà que ce que je découvrirais serait pire que ce que j'imaginais. Rosalie m'a rejointe aux urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse 1 heure plus tard. Elle s'est assise dans la salle d'attente à côté de moi, et elle a parlé. Elle avait remarqué depuis plusieurs semaines que Julien stationnait sa voiture devant chez lui un peu plus tôt qu'annoncé, parfois la veille, et repartait après quelques heures. Un soir, 2 semaines auparavant, elle avait entendu à travers la haie mitoyenne une conversation entre Julien et Nathalie dans le jardin. Les voix portent différemment en soirée, lorsque l'air est frais. Elle avait entendu des phrases sur les documents, sur l'état de ma mémoire, sur quelque chose qu'on ajoutait dans la tisane pour que je sois plus coopérative lors de la signature. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Elle avait hésité à me parler, craignant que je ne la croie pas, craignant que je lui ferme la porte au visage. Elle avait passé 2 semaines à réfléchir à quoi faire. Puis ce matin-là, en voyant la voiture de Nathalie garée devant chez moi avec un inconnu qui portait une mallette, elle avait compris qu'elle n'avait plus le temps d'hésiter. « Pourquoi n'avoir rien dit plus tôt ?» lui ai-je demandé. Elle a fermé les yeux un instant. « Parce que c'est votre fils. Parce que j'avais peur que vous pensiez que je voulais me mêler de ce qui ne me regardait pas. Parce qu'on ne sait jamais comment une mère réagit quand on lui parle de son enfant. » Je lui ai serré la main. C'est tout ce que j'ai trouvé à faire. Le médecin qui me reçut en fin de matinée s'appelait le docteur Mercier. Il me fit entrer dans son bureau et me parla avec une franchise que j'appréciais. Les premiers résultats montraient la présence d'une substance sédative dans le sang de Julien, une benzodiazépine à concentration élevée. Il m'a demandé si j'avais une idée de la façon dont il aurait pu en ingérer. Je lui ai dit que la théière sur ma table contenait probablement la réponse. Puis je lui ai dit que je consommais cette tisane chaque matin depuis 6 semaines. Le docteur Mercier m'a regardé très calmement. Il a dit qu'il fallait également m'examiner. Mes propres résultats sont tombés le lendemain. 6 semaines d'exposition régulière à de faibles doses d'un sédatif expliquaient parfaitement ma fatigue, ma confusion, ma difficulté à maintenir l'attention. Le médecin m'a dit que si j'avais continué pendant encore quelques semaines, ou si la dose avait été augmentée ce jour-là comme cela semblait avoir été prévu, les conséquences sur mon foie et mes fonctions cognitives auraient pu être irréversibles. La brigade criminelle de Lyon a été alertée par l'hôpital. 2 officiers, l'inspectrice Arnaud et son collègue l'inspecteur Potier, sont venus me voir dans ma chambre le jour même. J'ai tout raconté. Rosalie a confirmé ce qu'elle avait entendu. Les documents laissés sur ma table de cuisine ont été placés sous scellé. L'enquête qui a suivi a duré plusieurs mois, et chaque semaine apportait une nouvelle couche de trahison dont j'avais du mal à mesurer l'ampleur. Les documents que Nathalie avait préparés n'étaient pas une simple procuration de précaution. C'était une procuration générale totale, rédigée de façon à me dessaisir de tout pouvoir de décision sur mes biens. Il y avait également une promesse de vente de la maison, signée en mon nom par une signature, dont les experts graphologues ont ultérieurement établi qu'elle avait été copiée à partir d'anciens documents que Julien avait récupérés lors de la succession de Georges. La police a trouvé dans l'ordinateur de Nathalie les échanges de messages avec un notaire de Vénissieux qui acceptait de contourner les procédures habituelles de vérification du consentement. Elle avait consulté ce notaire 6 mois plus tôt pour préparer l'ensemble du montage. Il y avait aussi une clause de bénéficiaire modifiée sur mon assurance vie. Nathalie avait obtenu un formulaire de changement de bénéficiaire auprès de la compagnie d'assurance en se présentant comme mon mandataire sur la base de faux documents. Si elle avait réussi, Julien aurait récupéré les 120 000 € à mon décès, mais surtout, en cas de vente de la maison et de liquidation de mes économies, le total transférable approchait les 650 000 €. L'inspectrice Arnaud m'a montré certains des messages échangés entre Julien et Nathalie sur leur messagerie chiffrée. Je me souviens d'en avoir lu un,
qui m'a traversé comme quelque chose d'irréel. Nathalie écrivait. Elle signe de moins en moins bien, la dose agit bien, encore 2 ou 3 semaines et elle sera prête pour le grand jour. Julien avait répondu. Et si elle se plaint à quelqu'un? Nathalie, à qui veux-tu qu'elle se plaigne? Elle n'a plus que toi. If did true. Elle n'a plus que toi. J'ai relu cette phrase plusieurs fois. C'était vrai, et c'est ce qu'ils avaient exploité. Mon isolement après la mort de Georges, le fait que je n'avais pas beaucoup de famille proche, que mes amis d'avant s'étaient dispersés au fil des années. Ils avaient comptabilisé ma solitude comme un atout dans leur plan. Nathalie a été arrêtée chez elle un mardi matin, 3 semaines après les événements. Julien, remis de son intoxication, avait déjà été placé en garde à vue à sa sortie de l'hôpital. Je n'avais pas cherché à le voir. Je n'avais pas répondu à l'appel de son avocat. Je n'avais pas non plus cherché à lui envoyer de messages. Il y a des silences qui sont plus parlants que tout ce qu'on pourrait dire. Le procès s'est tenu au tribunal correctionnel de Lyon 9 mois plus tard. La salle était pleine. Des journalistes, des gens que je ne connaissais pas, et quelques collègues à moi d'une association de retraités dont je faisais partie depuis 2 ans. Voir des visages familiers m'a aidé à traverser l'entrée. Julien est arrivé dans le box avec une veste qui lui allait mal, comme s'il avait maigri entre la garde à vue et ce jour-là. Il a évité mon regard. Nathalie, elle, m'a regardé directement. Et dans ce regard, je n'ai vu ni honte, ni regret, seulement le calcul d'une personne qui évalue encore ses chances. Le procureur a ouvert le débat en posant une phrase que je n'oublierai jamais. Madame et messieurs les juges, vous allez entendre comment 2 personnes ont délibérément choisi d'utiliser l'amour d'une mère et la confiance d'une femme en deuil comme arme de destruction. Il a ensuite présenté les preuves méthodiquement. Les messages, les faux documents, les relevés bancaires montrant des virements de mon compte courant vers un compte au nom d'une société écran créée par Nathalie 10 à 8 mois auparavant, les photos du fond de mon réfrigérateur où les enquêteurs avaient trouvé le flacon d'anxiolytique volé à une ordonnance de Julien. Rosalie a témoigné debout, les mains croisées devant elle avec la calme précision de quelqu'un qui a passé sa vie à observer et à retenir. Quand l'avocat de la défense a tenté de discréditer son témoignage en soulignant qu'elle était voisine et non témoin direct de la préparation de la tisane, elle a simplement répondu « J'ai entendu ce que j'ai entendu. 35 ans à travailler dans un service de réanimation m'ont appris à faire la différence entre une conversation anodine et une conversation dangereuse. Quand mon tour est venu de témoigner, j'ai pris le temps de regarder la salle avant de commencer. Puis j'ai parlé de Georges, de la maison, des 38 ans de vie construits ensemble. J'ai parlé de la tisane et de la façon dont la confiance se boit comme quelque chose de chaud le matin, sans qu'on songe à en questionner le goût. Le président du tribunal m'a demandé ce que j'avais ressenti lorsque j'avais compris que c'était mon fils qui avait organisé tout cela. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. J'ai ressenti ce que ressent une maison quand on lui retire les fondations. Ce n'est pas la douleur qui vient en premier, c'est le vide. L'avocat de Julien a tenté de bâtir une défense autour de l'idée que Julien n'était qu'un homme faible dominé par une épouse manipulatrice. Nathalie, selon cette version, était le cerveau et Julien, une victime collatérale de sa propre lâcheté. Le procureur a détruit cette narration en lisant à voix haute un message de Julien à Nathalie envoyé 2 mois avant les faits. Il écrivait « J'ai regardé les comptes. Si on gère bien la vente de la maison et l'assurance vie, on est à l'abri pour longtemps. Maman n'a pas besoin de tout ça pour vivre dans un EHPAD. » Le silence, dans la salle, a duré plusieurs secondes. L'EHPAD. Voilà donc ce qu'ils avaient prévu pour moi. Me déposséder de ma maison, de mes économies, de mon assurance vie et me placer dans une résidence médicalisée avec ce qui resterait de mes ressources. Ordonné, rationnel, implacable. Les délibérations ont duré 2 jours. Le verdict est tombé un mercredi en début d'après-midi. Coupables tous les 2 sur l'ensemble des chefs d'inculpation. Administration de substances nuisibles avec préméditation. Tentative d'escroquerie aggravée, abus de confiance, faux en écriture. Julien a reçu une peine de 8 ans d'emprisonnement. Nathalie, reconnue comme instigatrice principale, a été condamnée à 12 ans. J'attendais quelque chose en entendant ces mots. De la satisfaction peut être ou du soulagement. Ce que j'ai senti, c'est une sorte d'épuisement profond. Comme après un effort physique qui a duré trop longtemps.
La justice avait été rendue, mais elle ne rendait pas les mois de confusion et de fatigue que j'avais traversés sans savoir pourquoi. Elle ne rendait pas les dimanches où j'avais attendu que Julien appelle et où j'avais attribué son silence à la tristesse du deuil, alors que c'était déjà le calcul qui commençait. Les semaines qui ont suivi la condamnation ont été les plus difficiles d'une façon que je n'avais pas prévue. Je pensais que le pire était passé. Mais vivre dans une maison où votre fils venait vous servir de poison avec un sourire, c'est apprendre à regarder différemment chaque objet familier. J'ai fait repeindre la cuisine. J'ai changé toutes les tasses. Ce sont des choses qui semblent anodines, mais qui m'ont pris des semaines de décision. Rosalie est devenue quelque chose que je n'aurais pas su nommer avant tout cela. Pas exactement une amie au sens où je l'entendais avant, mais une présence indispensable, quelqu'un qui savait ce que j'avais traversé, et en face de qui je n'avais pas à expliquer pourquoi certains jours étaient plus difficiles. Nous prenions le café ensemble le matin, dans ma cuisine ou dans la sienne, avec du café, et non plus de la tisane. Ça nous faisait sourire, parfois, d'un sourire un peu amer. Sur le conseil de mon médecin, j'ai rejoint un groupe de parole pour victimes d'abus financiers et de maltraitance envers les personnes âgées, organisé par une association de Lyon. J'y suis allée la première fois en me disant que j'écouterais et que je ne parlerais pas. J'ai parlé pendant 20 minutes et je n'ai pas pu m'arrêter. Ce que j'ai vu dans les yeux des autres présents ce soir-là, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. La reconnaissance. La reconnaissance d'une histoire qui ressemble à la leur. La confirmation qu'elle n'avait pas rêvé, qu'elle n'était pas folle, qu'elle n'avait pas mérité ça. J'ai continué à venir chaque quinzaine, puis j'ai commencé à animer des séances. Puis j'ai travaillé avec l'association pour créer un livret d'informations distribué chez les notaires et les médecins généralistes sur les signes précoces de l'abus financier intrafamilial. Rosalie participait aussi, apportant la perspective de soignante qu'elle n'avait jamais perdue. La maison a failli être vendue pendant l'instruction judiciaire. Le montage de Nathalie était suffisamment avancé pour créer une situation juridique complexe que mon avocat a mis plusieurs mois à démêler. Mais j'ai pu rester. J'ai continué à cultiver les rosiers de Georges. Je ne sais pas si c'est lui que j'honore en les taillant chaque automne ou si c'est simplement la continuité de la vie, mais ça n'a pas d'importance. Ils fleurissent quand même. 2 ans après le procès, j'ai reçu une lettre de la maison d'arrêt. L'enveloppe portait l'écriture de Julien, que j'aurais reconnu entre mille pour avoir corrigé ses devoirs d'école pendant des années. Je l'ai laissée fermée sur mon bureau pendant 5 jours. Puis je l'ai ouverte. La lettre était courte. Il n'y avait pas de justification, pas d'explication, pas de récit de ses remords qui se voulait convaincant. Il y avait seulement ceci. « Maman, je ne peux pas te demander de pardonner ce que j'ai fait, parce que je ne me le pardonne pas moi-même. Je pensais que l'argent réglerait tous nos problèmes. Je ne savais plus voir la différence entre ce que je voulais et ce que j'étais prêt à faire pour l'avoir. J'ai passé une vie à avoir honte d'être moins que ce que papa était, et j'ai fait la pire chose qu'il soit possible de faire. Je ne t'écris pas pour que tu me répondes. Je t'écris parce que tu mérites de savoir que j'ai compris. J'ai lu cette lettre 3 fois, puis je l'ai glissée dans une enveloppe que j'ai rangée dans le tiroir du bas de mon bureau. Je ne lui ai pas répondu. Pas par colère, pas par vengeance, simplement parce que je n'avais rien à dire que je n'avais pas déjà dit au tribunal, ou que je ne me sois pas déjà dit à moi-même, seule dans ma cuisine, les matins où je refaisais le café, en pensant au temps que j'avais perdu à aimer un mensonge. La 3e année qui a suivi le procès, j'ai rencontré Bernard. Il est arrivé dans ma vie par le biais de l'association, où il travaillait comme bénévole sur les questions juridiques liées à la protection des majeurs vulnérables. C'était un ancien avocat en retraite, 68 ans, veuf lui aussi depuis quelques années. Il ne cherchait pas à charmer qui que ce soit. Il venait, il travaillait, il écoutait. Quand il parlait, c'était précis et utile. Je me suis rendu compte un soir que je regardais l'heure à la fin des réunions, non pas parce que je voulais rentrer, mais parce que je ne voulais pas que ça se finisse. Nous avons pris l'habitude de marcher après les réunions, le long des quais de la Saône. Il me parlait de ses enfants qui vivaient à Bordeaux. Je lui parlais de Georges, de Julien, de la maison. Il n'a jamais essayé de minimiser ce que j'avais vécu, ni d'en tirer des leçons universelles sur la nature humaine. Il écoutait et il disait « C'est lourd à porter. Vous le portez bien. » Rosalie m'avait demandé, lors d'un café du matin, si j'étais prête pour quelque chose de nouveau.
Je lui avais dit que je ne savais pas si le mot prête avait encore un sens à mon âge. Elle avait souri. À votre âge, Hélène. Vous avez 64 ans. Ce n'est pas la retraite de la vie. Bernard ne m'a pas proposé de refaire ma vie. Il m'a proposé de partager la sienne, modestement, sans grande déclaration. Un dimanche après-midi, en marchant dans le parc de la Tête d'Or, il s'est arrêté et il m'a regardé. Je sais ce que vous avez traversé. Je ne vous promets pas que je ne ferai jamais d'erreur, parce que personne ne peut promettre ça honnêtement. Mais je vous promets d'être transparent avec vous sur tout ce qui nous concernera. Je vous promets de vous demander votre avis et d'écouter la réponse. Ce n'était pas un discours de roman. C'était quelque chose de bien plus précieux, quelqu'un qui avait compris ce dont j'avais besoin pour oser recommencer. Nous ne nous sommes pas mariés. Nous avons simplement choisi de passer nos semaines ensemble, partageant les jours comme on partage un repas simple, sans cérémonie mais sans s'en priver. Rosalie approuvait. Ce qui, dans notre vie, valait toutes les bénédictions du monde. Aujourd'hui, 5 ans après ce matin où une tasse de tisane m'a sauvé la vie en tuant les illusions que je lui portais, ma maison sent toujours les rosiers en été et le café le matin. Rosalie passe encore par-dessus la haie pour m'apporter des figues de son jardin. Bernard lit sur le canapé du salon le dimanche et lève les yeux quand je passe, sans chercher à faire de ce geste quelque chose de plus que ce qu'il est. La preuve simple et silencieuse qu'on est là l'un pour l'autre. Je participe toujours aux réunions de l'association. J'ai vu passer des dizaines de femmes et d'hommes qui avaient été trahis par des proches, dépouillés sous couvert d'amour ou de sollicitude. J'ai appris que la maltraitance financière envers les personnes âgées est la forme d'abus la plus sous-déclarée en France, parce que les victimes ont honte, parce qu'elles aiment encore leur bourreau, parce qu'elles pensent que personne ne les croira. Je les crois. Je les crois toutes. Ce que Julien a voulu me voler, ce n'était pas seulement la maison ou l'argent. C'était la fin de ma vie telle qu'elle devait être. Libre, digne, choisie. Il a échoué, non pas parce que j'ai été plus forte que lui, mais parce qu'une femme de 72 ans qui n'avait aucune raison de se mêler de ce qui ne la regardait pas a quand même frappé à ma porte ce matin-là. La loyauté existe encore. Elle ne vient pas toujours d'où on l'attend. Parfois, elle vient de la maison d'à côté, de quelqu'un qu'on connaît depuis 20 ans sans jamais avoir vraiment regardé, de quelqu'un qui aurait pu se taire et qui a choisi de parler parce que c'était la chose juste à faire. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous écoutez. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire, partagez cette vidéo. On ne sait jamais à qui ça peut arriver d'en avoir besoin.